Les crises de demain sont souvent le refus des questions d'aujourd'hui. Rassurez-vous, cette assertion n'est pas de moi, mais de Patrick Lagadec, chercheur français spécialiste de la gestion du risque et de la gestion de crise. Prenons donc à bras le corps les questions d'aujourd'hui pour éviter, ou tout au moins amoindrir, les crises de demain. Cela tombe bien, le Burkina est en pleine crise, une crise multidimensionnelle et complexe qu'interroge l'économiste du Faso qui a organisé ce 28 mars à Ouagadougou un panel sur la résilience en période de crise pour marquer son 10e anniversaire d'existence. Abdoulaye Tao, directeur de publication de l'économiste du Faso, est dans notre prétoire aujourd'hui pour nous en parler. Bonjour Abdoulaye Tao. Bonjour. Et merci d'honorer notre convocation. C'est un plaisir, merci. Bonjour également au juge qui siège à l'audience de ce mercredi. Bonjour juge Geoffroy Vara. Bonjour président Tomondi, bonjour juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Vara, bonjour président Tomondi, bonjour madame, monsieur. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur True TV, votre télé interactive et en simultané sur Watt FM, la radio 100% urbaine ainsi que sur nos plateformes numériques. Première articulation de cette audience, les avant-propos des juges que je convoque à présent. C'est l'instant avant-propos des juges et c'est le juge Geoffroy Vara qui s'y colle en premier. Oui, merci président. Mon avant-propos va concerner nos étalons qui ont pu obtenir leur ticket pour la CAN 2023. C'est comme ça on dit, hein, mais ça va se jouer en 2024 en terre de Buani. Ça a été quand même assez laborieux. On a vu c'était match nul hier, un peu partout, par moments même submergé par le Togo qui avait une belle pression avec un Duarte qui nous connaissait très bien, qui nous connaît très bien. Et on sent dans la stratégie, il a mis tous ses atouts pour pouvoir au maximum éteindre ce feu burkinabé là. Bon, il n'y est pas parvenu. Déjà même que précédemment, lorsqu'on a joué, c'était au Maroc, c'était 1-0. Mais là encore, il faut dire que c'était un genre de victoire volée. Mais moi, je veux dire que je retiens l'essentiel, c'est dire qu'on est qualifié et qu'on va aller à une autre étape et puis défendre évidemment nos couleurs pour encore écrire d'autres pages de notre histoire du football. C'est vrai que beaucoup disent bon, si c'est pour se qualifier comme ça et puis aller faire pâle figure, c'est pas la peine. Non, on se qualifie d'abord et on connaît comment le football est. On se rappelle des dernières CAN, des géants comme le Nigeria qui sont arrivés, on se disait qu'ils allaient tout écraser et puis après, pour entrer dans le dernier carré même, c'est impossible. Donc c'est ça aussi la vérité de ce sport. Et puis d'ici là, je pense qu'on a Velude qui a quand même vu ce qu'il faut corriger. Et c'est ce qu'on espère et qu'on ira du bon pied. On partira du bon pied lorsque les choses vont commencer. On a le ticket. Il ne faut pas faire la fine bouche. Il y en a qui sont en train de courir après et qui ne l'ont pas. Regardez à côté le Cameroun, c'est fait surprendre par une équipe qui ne pèse pas forcément. Donc ça veut dire qu'obtenir ces tickets-là comme ça, il faut en tout cas se féliciter et encore bravo aux étalons et on espère que la suite sera encore meilleure. Bravo aux étalons donc qui se sont qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avant le terme des éliminatoires, si j'ai bien compris. Bravo, mais il y a du travail à faire encore pour faire bonne figure à cette compétition et lever haut le drapeau du Burkina Faso. On en a besoin actuellement et cette bonne guerre, en tout cas de toute façon on est qualifié. On est en Côte d'Ivoire chez le voisin où on va jouer au football là où le ballon est rond pour tout le monde. Juge Bernard Bougma, votre avant-propos du jour. Oui, d'ailleurs, je vais rester dans cette affaire. Bon, vous savez que moi, je suis le mec des étalons à la radio. Pour plusieurs raisons. Celui d'hier, je n'ai pas pu suivre pour des raisons choses, mais au moins pour l'une des rares fois, on n'aura pas à calculer pour voir le dernier match qui va perdre, qui va gagner. On n'est pas allé aux calculettes pour pouvoir, comment on appelle ça, c'est clair. Nous sommes qualifiés, il n'y a pas de calcul à faire. J'espère maintenant qu'un sélectionneur ou un entraîneur ne viendra pas nous dire que son contrat c'était de nous amener en demi-finale tout simplement. Et qu'il fallait, voilà. Et que l'essentiel aussi c'est de participer. Ce sont ces arguments bidons-là qui font que nous autres, on ne suit pas les mailles des étalons. Parce qu'on a l'impression que l'élite, ceux qui dirigent, n'ont pas
suffisamment d'objectifs et d'ambition. Comme on ne peut pas dire que l'objectif soit de participer ou d'arriver seulement en demi-finale ou franchir les matchs de phase. Non. L'essentiel, c'est d'emmener le trophée. Le reste, ça peut ne pas marcher, mais ces gens de contrat-là, on ne veut plus l'entendre, quoi. Voilà. Je fais partie de ceux qui ont été durs lors de la dernière CAN. Oui. Et ça, c'est assumé, parce que c'est le 11 national, ça rythme dans notre cœur, et nous également nous contribuons par notre contribution financière à travers l'argent du contribuable qui fait vibrer une équipe. Donc on attend du résultat en Côte d'Ivoire. On attend du résultat, on attend Dame Coupe d'ailleurs, on a déjà gravi toutes les marches du podium. Il ne nous manque que celle-là, la première. Eh bien, peut-être qu'en Côte d'Ivoire, ce sera fait. On attend de voir la compétition, on attend de voir nos talons transfigurés par la préparation avant la compétition qui a lieu en janvier prochain, si je ne m'abuse. L'économie, mais surtout la résilience en période de crise est au cœur des échanges de ce jour dans le du tribunal de l'actualité. L'économiste du Faso a en effet soufflé ses 10 bougies en réunissant un panel sur la question avec en toile de fond la situation des finances publiques, des entreprises et des ménages. Pour en parler, nous recevons pour vous le directeur de publication de l'économiste du Faso, Abdoulaye Tao, à qui nous souhaitons tout d'abord bon anniversaire. Merci. Avec quelques questions générales, Geoffroy Bara. Oui, merci. En tout cas, heureux 10e anniversaire. Je sais que c'est pas facile. Déjà, comment on passe ces 10 années-là. Moi, je suis économiste de formation, journaliste de métier et par amour d'ailleurs. Mais évidemment, cependant, ça reste toujours. Mais on sait que dans nos rédactions, pour même nous qui sommes sur tous les sujets, pour avoir un bon pôle économique, ce n'est jamais facile. Et encore, n'en faire que son assiette, c'est encore plus difficile. Trouver l'interlocuteur par moment, même le sujet, l'anglais de la meilleure des façons, avoir des journalistes qui aient la capacité, la profondeur de l'aborder, c'est vraiment souvent pas donné. Et puis pour tenir 10 ans, c'est quoi la recette? Abdoulaye Tao. Avant d'arriver à la recette, je vais dire que c'est ça qui fait la beauté un peu du métier du journalisme. Parce que souvent on n'a que des passionnés. Moi je suis germaniste de formation. Okay. Je me suis attaché à investir dans l'économie quand je suis arrivé en journalisme. Parce que c'est le journalisme que je voulais faire depuis le début. J'étais avec Serge au pays où je dirigeais le desk économie. Et donc c'est quelque chose qui reste et qui vous amène à faire des projets à partir de là. Donc aujourd'hui pour moi, quelque part c'est un aboutissement d'être à la tête aussi d'un journal économique pour traiter des questions économiques, financières et de développement. Comment on fait pour tenir 10 ans? Je vais dire que d'abord il faut beaucoup de détermination parce que ce n'était pas gagné d'avance. On arrivait en 2013, 2014, et c'est vrai, il y avait des expériences précédentes qui n'avaient pas marché. Il y avait le professeur Idrissa qui avait tenté, qui avait lancé un magazine qui a tenu 1 ou 2 ans, dans lequel d'ailleurs j'ai collaboré. Et puis après, il y a eu le projet de l'économiste qui était plus élaboré avec le groupe marocain qui était derrière. Donc nous, on s'est embarqué dedans, on a regardé le projet, c'était un bon projet qui pouvait quand même être pérennisé. Et c'est comme ça qu'on est rentré dedans. Mais je vais vous dire la vérité, en dehors de nous qui étions embarqués, beaucoup de gens n'y croyaient pas. Nous, on a rencontré des autorités qui n'y croyaient pas, des chefs d'entreprise qui n'y croyaient pas. Ils disent, mais vous allez vous casser la gueule. Au Burkina, vous ne parlez pas de politique, vous ne parlez pas des faits sociaux, des faits divers. L'économie, ça n'intéresse pas les gens. On a dit, bon, il y a un vide à combler. Nous, on va essayer de le combler à notre façon. Et on a entamé l'aventure. C'était pas facile parce qu'au début, on animait 24 pages. Il n'y avait pas de publicité pendant 3, 4, 5 ans. Donc, ça veut dire comment on s'est usé à trouver des sujets pour des interlocuteurs qui n'étaient pas habitués à parler de leur business, de leur stratégie, de perspectives, de s'ouvrir à des gens qu'on ne connaissait pas vraiment. Donc, il fallait établir aussi la confiance. Et aujourd'hui, je pense qu'on a petit à petit, on a réussi à s'installer par la qualité du travail. On a rassuré les interlocuteurs.
aujourd'hui, on peut dire qu'on a notre place, même si ce n'est pas gagné d'avance parce que la situation économique fait qu'aucun des médias aujourd'hui n'est stable. Une crise peut venir et puis emporter tout le monde. Donc, on est dans ce contexte-là où on se bat. Mais je pense qu'on le doit surtout à la détermination. On y croit. On y croit. Moi, j'ai eu au début 18 agents, tous déterminés. Vraiment focus. Parce que c'était une affaire personnelle. Il fallait réussir pendant que les gens n'y croyaient pas vraiment. Et à l'épreuve du temps, on a eu la confiance. On dit souvent que l'artiste n'a pas de talent sans l'amitié des gens. Vous voyez, donc c'est un peu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, les gens n'y croyaient pas, ils ont vu, il y a quelque chose. Et on a des sources qui s'ouvrent, on a un lectorat qui est, j'allais dire, stable, voilà, qui est fidèle, qu'on essaie maintenant, on va essayer d'élargir pour les prochaines années pour toucher un peu plus de gens, parce qu'on a besoin aussi d'élargir l'audience et de toucher au-delà des costumes cravates, toucher un peu la dame qui est au marché, le fonctionnaire qui n'a pas l'habitude de réfléchir par exemple sur les questions, j'allais dire macro ou même micro. Donc essayer d'élargir la gamme de l'audience pour les années à venir. Ce n'est pas facile parce qu'on est dans une période un peu délicate où vous savez que le modèle économique, notre modèle économique comme vous, c'est basé un peu sur la vente d'espace. Et quand l'économie ne va pas bien, les journaux vont un peu au ralenti, comme on dit. L'économiste du Faso, qui est donc parti sur la base du réussir ou périr, il a réussi jusque-là, même si aujourd'hui le contexte, et ce contexte s'impose à tout notre secteur et à beaucoup d'autres secteurs, à toute la nation, dirons-nous, eh bien, même si ces conditions font que on est encore un peu inquiet par rapport à l'avenir. Bernard Boukman, question de généralité. Oui, question de généralité. Effectivement, la spécialisation dans notre métier pour le moment est très difficile. Ce qui fait qu'on on a une presse qui est pratiquement généraliste compte tenu des réalités. Les quelques rares magazines spécialisés, c'est dans le domaine du sport ou de la santé, mais qui sont d'ailleurs annexés à des grands groupes comme le Pays, l'Observateur, Palga et j'en oublie. Vous avez fait le choix purement de l'économie. Effectivement, au début, ce n'était pas gagné. Et puis, ça arrivait à un moment donné où l'actualité politique au Burkina était très fournie. 2013, c'est le contexte de la modification de l'article 37. On est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est la période des marches meetings. Donc pour quelqu'un, donc c'était l'actualité politique qui dominait. Donc dans ce contexte-là, arrivé à se frayer un passage, j'imagine effectivement le travail de titan que vous avez fait. Mais effectivement, à un moment donné, dans vos colonnes, on lisait aussi, à un moment donné, beaucoup de politique et tout. Est-ce que ça a été facile pour vous de dire nous allons faire de l'économie, en même temps, il y a eu de l'actualité politique, est-ce que le choix a été facile? En fait, on parle de politique. On parle de politique, parmi nos premiers grands invités, ce n'était pas des économistes, c'était des dirigeants politiques que nous avons reçus. Et le rubricaire du journal est fait de telle sorte qu'on a en permanence une page. Maintenant, on a 16 pages. Avant, quand on était à 24 pages, on avait 2 pages consacrées à la politique. Donc, c'est une question de ratio, de pourcentage. Le journal, c'est à plus de 80% économie. On parle de société et on parle de politique. Voilà un peu comment c'est annoncé. Mais je pense qu'à notre premier anniversaire, je crois, le premier ou deuxième anniversaire, on a associé les distributeurs, tous ceux qui nous aidaient à vendre le journal. Ils nous ont dit, et vu le contexte, accentuer l'information politique pour être présent aussi sur le bureau des gens, parce que ça intéresse, a priori c'est ça que le Burkinabé consomme. Effectivement, on a compris qu'il fallait effectivement être régulier dans la fourniture d'informations politiques, et il n'avait pas tort, parce que ça nous a créé aussi un lectorat supplémentaire qui s'intéresse aux questions politiques. C'est vrai que quand nous on reçoit un homme politique, c'est pas pour parler de la politique politicienne. C'est pour voir sa vision du pays, comment il analyse tel secteur d'activité économique, financière ou des questions de développement.
C'est bien cela et c'est aussi cela la force de l'économiste du Faso. 10 ans, ce n'est pas simple, ce n'est pas banal dans la vie d'un journal, mais c'est la 3e audience du tribunal de l'actualité pour cette 12e semaine de l'année 2023. Nous parlons gestion économique en période de crise à la faveur donc du 10e anniversaire de l'économiste du Faso. Ce journal spécialisé a organisé un panel sur la question avec une brochette de personnalités de ce domaine. Et le constat est clair, Abdoulaye Tao, eh bien, les finances publiques sont assez éprouvées à cause de la crise sécuritaire que traverse le Burkina. Et c'est du moins ce qu'il ressort de la communication inaugurale de ce panel, donnée par Amadou Nebila Yaro. Il est ancien ministre du Développement de l'économie numérique et des postes et ancien et directeur général de l'École nationale des régies financières ENAREF. Le constat il est clair. On est dans une situation économique extrêmement difficile, Abdoulaye Tao. Oui, je crois que c'est peu le dire et je crois aussi que tout le monde commence à le ressentir. Vous voyez, c'est pas que le gouvernement qui le dit. Le gouvernement n'a même pas besoin de le dire puisqu'il faut qu'il trouve des solutions pour faire tourner l'administration publique. Mais aujourd'hui, les entreprises, par exemple, le ressentent. Tous ceux qui sont adossés au marché public le ressentent. Nous, en tant que médias, aujourd'hui, on le ressent parce qu'il n'y a pratiquement pas eu de contrat, de convention en 2021-2022, à quelques exceptions près. Donc, tout le monde ressent cette difficulté, j'allais dire économique là, du fait effectivement de la guerre. Depuis sous le régime de Roch Kabore, on a commencé à mobiliser les ressources supplémentaires pour justement renforcer le secteur sécurité, pour justement préserver encore ce qui est préservable. Mais pendant qu'on fait ça, vous savez que l'insécurité, le réveil de l'insécurité, c'est quoi? C'est qu'il a des impacts négatifs sur l'économie. Quand par exemple, on dit que votre pays, vous avez perdu 40% de votre territoire, les investisseurs, ils rechignent à ouvrir de nouveaux chantiers. Vous voyez, les projets miniers qui sont là, si vous avez, même si on dit qu'il y a une mine d'or avec un potentiel élevé dans le nord du pays, au Sahel, les gens vont, même s'ils signent un contrat, ils vont attendre que la situation se calme. Donc, il y a un problème avec les investisseurs. Et aussi, le contexte sécuritaire fait que les ressources faisant défaut, les gens dorment sur les œufs. C'est comme l'État. Même l'État aujourd'hui est très parcimonieux, même dans le paiement de ses factures, parce qu'il regarde un peu les plus urgentes qu'il paye. Et nous, les ménages, on a exactement le même comportement. On se dit de quoi sera fait demain. Donc, on sélectionne un peu nos dépenses parce qu'on n'a plus des ressources qui sont régulières comme avant du fait de l'impact de la crise sécuritaire. Situation compliquée, situation difficile. Nous recevons Abdoulaye Tao, directeur de publication de l'économiste de Faso, pour cette 3e audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Geoffroy Vara. Oui, il y avait au panel, il y avait des invités qui étaient, en tout cas, pour moi, très avertis des questions et donc à la hauteur. On a vu l'ouverture avec docteur Yaro, voilà, avec docteur Yaro, ancien ministre du développement de l'économie numérique et puis ancien DG de l'INAREF. Il a fait diagnostic, mais il a parlé de quelque chose d'assez intéressant. Il a dit de faire attention. C'est bien qu'on soit en guerre, il y a l'économie des guerres, c'est vrai, mais il faut faire un genre de mix avec l'économie classique. Ça va avec, pour ce qui est de la dette intérieure, travailler à l'étranger, parce qu'il faut donner de l'oxygène à ces entreprises-là. Et puis, il a dit aussi même aux entreprises de changer de paradigme, ne plus trop compter sur l'État. C'est beaucoup d'éléments, mais est-ce que ça, c'est possible? Parce qu'on est dans une situation où, avec la question de l'armement et tout, on va chercher un peu partout. Pour ceux qui ont leur facture, ils savent bien, il n'y a pas l'argent, même l'État le dit. C'est un peu chaud. Non, en fait, le vrai problème, moi j'avais résumé ça hier, c'est comment continuer de faire la guerre et aussi de continuer à faire bouillir la marmite. C'est ça. Parce que c'est lié. Si vous ne mangez pas, vous ne combattez pas. Pour manger, il faut que l'économie tourne. Pour continuer à faire la guerre, il faut que l'économie tourne. Et l'économie doit permettre justement de produire des ressources, des revenus qui permettent de faire les deux. C'est pour cela que le docteur Yaro parle on peut faire déjà une économie
des guerres, mais aussi il ne faut pas qu'on oublie l'économie classique. Il a dit exactement qu'il faut allier les concepts d'une économie de guerre à ceux de l'économie classique. Voilà, parce que face aux urgences, d'un point de vue, j'allais dire, juridique ou politique, on peut dire on est en guerre, c'est tout pour la guerre, et on prend des décisions dans le sens, effectivement, d'orienter toutes les ressources, toutes les actions, toutes les entreprises vont être réquisitionnées dans le sens de la guerre. Mais à un moment, la machine peut s'arrêter. Parce que les ressources doivent être produites quelque part. Il n'y a pas quelqu'un qui nous donne les ressources. Vous avez vu qu'on est un peu isolé au niveau de la scène internationale du fait de la guerre, et du fait aussi du régime, parce qu'il y a certains régimes qui n'aiment pas travailler avec les militaires. Donc il faut qu'on soit assez, je ne veux pas dire intelligent pour ne pas insulter, parce que je sais qu'on a des experts en finances publiques qui sont très... On a des intelligences qui sont, voilà, leur réputation est bien connue. C'est d'effectivement éviter que la machine, la chaîne là, se casse. La chaîne là, c'est quoi? C'est que, par exemple, tu continues de travailler, d'être à mesure de continuer de travailler, de payer ses impôts. Que TTV, malgré le fait qu'aujourd'hui je dise qu'il n'y a pas assez de publicité, qu'on arrive à trouver des solutions, adaptation, capacité d'adaptation, pour que la machine continue de tourner, qu'on arrive quand même à payer les salaires, même si c'est au minimum, mais qu'on puisse tourner. Il faut que l'économie ne s'arrête pas, parce que on va dire non, il y a une urgence, on casse tout, on va faire la guerre et on revient, on s'assoit, on se regarde. Parce qu'à un moment, il faut continuer à payer les armes, les munitions. Mais pour le faire, il faut que quelqu'un produise. C'est pour cela que l'économie classique, quand on dit classique, doit continuer de tourner. On doit pouvoir continuer de travailler, et le gouvernement doit trouver des solutions. Par exemple, il y a des entreprises qui vont être en difficulté. Et il faut trouver des arbitrages pour que ces entreprises continuent de travailler et continuent d'acquitter aussi leurs impôts selon leurs capacités. Oui, et c'est pour cela justement que Dr Yaro propose notamment, comme il l'a dit tout à l'heure, d'épurer la dette intérieure, de réduire effectivement le train de vie de l'État, d'avoir une bonne maîtrise de l'assiette fiscale, c'est-à-dire recouvrer davantage d'impôts. On ne peut pas le faire si justement les entreprises n'arrivent pas à fonctionner et à brasser un peu d'argent quand même, donc que l'économie tourne, et lutter contre la fraude fiscale et douanière. Oui. Oui, là-dessus, quand on regarde, il y avait aussi d'autres interventions. Toujours sur la question de la dette intérieure, on se rend compte qu'il y a une bonne partie, c'est-à-dire que si vous ne l'épongez pas, c'est asphyxier notre économie. Mais en même temps, on dit qu'il faut que les entreprises, là aussi, changent de paradigme. Je pense que ça aussi, c'est un discours de vérité, parce qu'il y a beaucoup qui comptent toujours sur l'accompagnement de l'État. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça, mais je vais vous dire quelle est l'entreprise, mais il ne faut pas aussi caricaturer les entreprises, parce que toutes les entreprises n'ont pas le même type de management. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ont pris conscience que dans 2 ans, 3 ans, vu la situation, si on ne se réorganise pas, voici les conséquences. C'est ça, s'adapter. Maintenant, effectivement, la tendance au Burkina, c'est que tout le monde attend tout de l'État. C'est-à-dire qu'on veut faire quelque chose, il faut un appui pour une subvention par ici. Il faut effectivement que progressivement, on puisse se départir de ça pour vivre un peu au réel. C'est-à-dire vivre au réel, c'est monter des entreprises avec des business plans qui sont assez réalistes, et aussi avec des entreprises qui ne trichent pas avec la loi, quoi. Voilà, parce que aussi le problème c'est quoi? Quand on dit la dette intérieure est de 300 et quelques, le reste à les RAE, comme le reste à recouvrir sont de 300 et quelques milliards. En même temps, on dit aussi que la dette intérieure elle est montée. Bon, il y a des arbitrages à faire, et c'est comme quelqu'un l'a dit lors du panel, tout ça il faut dépoussiérer. C'est ça. Il faut dépoussiérer pour que effectivement on vive un peu au réel. C'est les entreprises. L'État doit à des entreprises. Si ils ne payent pas, les entreprises vont avoir des difficultés financières. En même temps, des entreprises qui doivent à l'État, s'ils ne payent pas, ça fait un manque à gagner pour l'État. Donc comment on équilibre les deux, mais il y a quelqu'un qui a trouvé une partie de la solution lors des échanges qui dit bon, les entreprises généralement qui ne payent pas, on sait quelles sont ces entreprises-là. C'est ça. Voilà, parce qu'il y a des entreprises
qui sont hyper protégés, enfin selon ce qu'on a entendu lors du panel, dont les propriétaires se livrent à ça parce qu'ils sont dans une forme d'impunité. Nous aujourd'hui, quand on fait nos bilans, s'il y a des restes à recouvrer, on fait une convention avec les impôts, on a un échéancier et on s'engage à payer. Normalement, ça devait être la règle, ça devait être comme ça pour tout le monde. Pour tout le monde. Il faut mettre donc tout le monde au même niveau et bannir l'impunité. Bernard Bougma. Oui, au-delà de ces questions, l'autre réalité aussi du secteur privé, c'est qu'elle est faible. Donc, les entreprises privées, le gros partenaire d'ailleurs, c'est l'État, qui est le gros fournisseur. Et s'ils ne gagnent pas quelques marchés de l'État, il y a des entreprises qui ont déjà du plomb dans l'aile et qui ont de la peine à décoller en fonction des secteurs. Donc, comment faire d'ailleurs pour qu'on ait un secteur privé fort qui se rend des services mutuels parce que là-bas il y a moins de formalités d'abord sur le plan administratif, il y a moins, et c'est plus efficace quand vous regardez de privé à privé. Parfois c'est plus efficace et plus rapide compte tenu des exigences. Alors qu'avec l'État, la question de la procédure d'abord prend du temps, parfois même sur l'efficacité des marchés à réaliser. La preuve, vous regardez, le dossier est très bien monté, c'est en béton, ça a respecté toutes les procédures, c'est propre. Mais l'ouvrage ne tiendra pas, le contrôleur naturel vient et puis il tombe. Donc comment faire pour rendre un secteur privé fort, voilà, qui emploie un secteur privé fort qui emploie, qui change de paradigme comme c'est suggéré, en assurant une bonne gestion des différentes entreprises afin de solliciter et d'éviter de solliciter régulièrement l'aide de l'État, alors que justement ces entreprises ont quand même besoin de l'État pour fonctionner. L'État doit beaucoup d'argent à nos entreprises. Bon, c'est ça l'idée du tandem qu'on a proposé. L'idée du tandem, c'est ça. C'est-à-dire que tu me tiens, je te tiens. Bon, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Et le gagnant-gagnant, ce n'est pas forcément les entreprises. Les entreprises vont être payées pour ce qu'elles font. Mais le vrai gagnant, ça doit être la population pour laquelle l'État investit souvent les travaux d'infrastructure. Donc, les entreprises, pour être fortes justement, il faut qu'elles s'adaptent, il faut qu'elles soient professionnelles. Les marchés publics, on ne pourra pas les éviter. Les entreprises peuvent travailler à réduire le portefeuille des marchés publics, leur portefeuille de marchés publics, si l'économie repart très bien. Vous voyez, aujourd'hui, tout ce qui se passe au centre-ville de Ouaga à la Zaka, c'est des entreprises privées qui sont en train de construire avec d'autres entreprises privées. Donc, ça crée une économie qui vit et qui avance. Mais le tandem, pour qu'il marche, c'est quoi? C'est que l'État soit assez responsable, assez regardant sur la qualité, la réalisation des travaux, et que les entreprises soient à la hauteur, parce qu'on a vu des entreprises aussi qui ne sont pas à la hauteur. Donc le tandem, c'est comment on fait pour que le pays avance dans le sens que tout le monde souhaite, que les entreprises puissent tirer leur épingle du jeu. Bon, il y a des cas de réflexion. Il y a la rencontre secteur privé-gouvernement, où les recommandations sont souvent faites. Mais je pense qu'on a besoin de transparence. Transparence et au niveau de l'État et au niveau des entreprises pour qu'effectivement le tandem là puisse marcher, que chacun fasse son boulot régulièrement en payant ses impôts, en faisant des réalisations qui correspondent au cahier des charges et que les contrôleurs, qu'ils soient publics ou privés, effectivement, ou naturels, voilà, fassent leur contrôle et que le contrôle soit validé. Quand je dis validé, que l'examen de passage soit réussi. C'est dans et sans ça, on va tourner en rond, on va injecter de l'argent souvent qu'on emprunte pour réaliser un certain nombre d'ouvrages. Malheureusement, ça tombe souvent comme des châteaux, des cartes, et personne n'en bénéficie en réalité. Bernard Bougma, toujours là-dessus ou... Oui, toujours là-dessus, effectivement, c'est ça. Mais comme parce que d'abord, avant même qu'on soit dans cette crise sécuritaire, on a un secteur privé qui n'est pas très fort. Et l'État, c'est le plus gros employeur d'ailleurs. Ailleurs, les tendances sont renversées. Alors, est-ce que c'est la meilleure formule? Alors, comment, je crois que l'idée qu'il y a derrière cette question, comment muscler déjà le secteur privé pour qu'il soit résilient et qu'il puisse changer de paradigme? Sur quel pied, sur quoi il peut se reposer aujourd'hui pour exprimer cette force-là et tenir l'économie?
Moi, je reviens à l'idée de tandem. C'est-à-dire qu'il faut une politique claire de promotion des PME, PMI. Il y a beaucoup d'initiatives. Mais on regarde aujourd'hui, on injecte beaucoup d'argent. Si vous allez à la maison de l'entreprise, chaque jour, chaque année, il y a 200, 300 entreprises concrètes. Le taux de mortalité est aussi important. Voilà. Ça veut dire quoi? Qui est capable aujourd'hui? Qui peut être entrepreneur? Qui est capable de porter une entreprise. Voilà. Ça, c'est il faut qu'on résolve. Parce qu'on donne l'idée, souvent, dans le développement de l'entrepreneur, tout le monde peut être entrepreneur. Ce n'est pas aussi vrai que ça. Mais je pense qu'on peut construire sur une base. Par exemple, si on prend le Burkina par secteur, on a des entreprises qui émergent. Des entreprises qui émergent. Secteur bancaire, il y a des entreprises qui émergent. BTP, il y a des entreprises qui émergent. Télécom, il y a des entreprises qui émergent. Même dans la fourniture de services, dans les mines, etc., il y a des nationaux qui sont... Personnellement, la politique que l'État devrait faire, c'est de développer des champions dans des secteurs. Tous les pays l'ont fait. Tous les pays l'ont fait. Et ce sont ces champions-là qui vont faire l'effet d'entraînement. Parce que derrière une grosse entreprise, il y a une foultitude de petites entreprises qui vendent des services. Et quand c'est le secteur privé, quand c'est entre nous, quand la vidéo que vous faites, que je commande, si elle n'est pas bonne, je ne paye pas. Ça, il n'y a pas de débat. Ou bien vous reprenez. C'est-à-dire que là, on pousse le niveau un peu vers le haut en termes de prestation de services, en termes de développement. Mais surtout, il ne faut pas créer... Pour moi, le nombre d'entreprises n'est pas important. On peut avoir, c'est la qualité des entreprises qui est importante. On peut avoir 10 entreprises dans un secteur qui font le job correctement. En ce moment, ça devient 10 grandes entreprises, avec des effectifs qui sont très importants et qui travaillent de façon professionnelle. Qui travaille de façon professionnelle pour tirer le reste. Nous recevons aujourd'hui Abdoulaye Tao, directeur de publication de l'Économiste du Faso. Il a la barre des convoqués, mais c'est un confrère. Donc on va dire qu'il est invité à l'occasion du 10e anniversaire de ce journal spécialement économique. Un panel a été organisé à l'occasion, au détour de ce 10e anniversaire. Une des idées forces de ce panel, c'est d'organiser, ou c'est la proposition de ce que j'appellerais une conférence économique souveraine qui doit réunir ou qui devrait réunir l'État, les partenaires sociaux, le secteur privé, les ménages pour trouver des solutions consensuelles afin de s'en sortir. Alors, je vois cette sorte de conférence, comment vous la trouvez-vous? Vous qui êtes économiste à la base, et voilà, et on a un patron de journal économique en face de nous. Non, mais c'est clair que c'est une bonne idée. Et hier, au partage qu'on a vu sur le Présidium, on a compris, parce qu'il y avait le syndicat qui, d'une certaine façon, quoi qu'on dise, peut parler au nom, par ricochet du ménage, parce que c'est le travailleur, c'est le salarié, c'est celui derrière qui a une famille. Et donc, il y avait cela. Il y avait le patronat qui était représenté, il y avait la CCIBF aussi qui était là, il y avait, c'est la DGEP, non? La DGEP aussi qui était présente, et il y avait beaucoup d'éléments qui étaient donnés qui sont intéressants. Le patronat et la CCIBF qui rappellent les réalités et le contexte dans lequel aujourd'hui les entreprises là sont en train d'œuvrer. Ce n'est pas simple avec la question sécuritaire. Il le rappelle déjà depuis 2 ans, ça c'est la CCIBF qui le disait, depuis 2 ans, je suis désolé, mais nous nationaux, les Burkinabés, sont les premiers investisseurs en Côte d'Ivoire. Ça doit interpeller. Ça veut dire qu'il y a des capacités, d'investir. Maintenant, il y a un choix qui est fait pour un marché sous-régional par des nationaux. Il y a des questions à se poser. Et c'est pour ça, à un moment donné, je pense que c'était Dr Yaro qui disait qu'il faut revoir aussi, et je pense même le patronat accompagné, il faut revoir peut-être le discours. Parce que la présentation d'un pays en guerre, ça ne rassure pas l'investissement. Ça aussi, c'est une vérité. C'est vrai qu'il y a la vérité du contexte, il y a la vérité de la réalité, mais il y a la communication qui doit aller avec, parce qu'on a besoin de construire une économie, il y a besoin d'encourager, de rassurer des gens à venir investir. Mais ça,
ça incombe aussi à l'autorité dans son discours, ça incombe aussi à une certaine posture. Et quand on vient au niveau, par exemple, des syndicats, ce qui est intéressant, pour revenir à la question du tandem, ils disent, on a aujourd'hui des réalités, c'est que depuis longtemps, quand on voit la question de la pression de l'inflation, qui est très élevée, elle a atteint un pic de 19, après celui de 14, donc on se rend compte que ça devient une pression difficile pour les ménages. Donc il faut arrimer aussi le salaire à ça. Mais comme on connaît le contexte, on ne va pas sortir revendiquer quoi que ce soit parce qu'on sait que c'est difficile. Donc on sent déjà derrière c'est-à-dire que la façon assumée de se dire que bon, même si on veut plus, mais le contexte aujourd'hui, tous on comprend que ça ne peut pas aller. Donc c'est même pas la peine de commencer à revendiquer quoi que ce soit. Mais il est bon d'interpeller et de voir pour qu'il y ait des solutions trouvées pour juguler cette pression-là sur les ménages. Donc je veux dire que forcément quand on regarde le panel et ce qui en sort, et puis il y a aussi la DGEP qui a rappelé les efforts faits depuis la Covid jusqu'à la crise ukrainienne pour essayer d'alléger, ne serait-ce que pour les ménages, certaines pressions qui venaient, parce que comme on connaît, même si c'est des chocs exogènes, on les ressent ici de plein fouet. Mais en même temps, vous verrez que dans le, comment dire ça, dans ceux qui avaient comme participants, ils disent, bon, c'est vrai, là, déjà, vous nous dites des milliards que l'État a mis, mais moi, quand je m'en vais là, le prix l'a augmenté, je ne comprends pas. Vous avez fait quel effort? Et puis, c'était quand? Donc, quand vous écoutez tout ça, vous vous dites, mais c'est beau qu'on en parle autour d'une même table, c'est beau qu'on réoriente et qu'on revoie comment est-ce que dans la période de crise dans laquelle on est, on puisse trouver des solutions. Il faut qu'on se parle. Mais en même temps, quand vous regardez, il y a aussi le syndicat qui a un droit accusateur à l'endroit du patronat qu'il trouve ne peut être si clean. Parce que c'est lui qui vend sur le marché et puis c'est lui qui paie le salaire. Mais s'il vend et qu'il ne donne pas le salaire à quelqu'un pour aller payer ce qu'il vend, vous comprenez le problème qu'il pose. C'est dit qu'il y a un problème. Donc, ils disent, il faut bien regarder chez eux, là, c'est pas clair. Eux aussi disent, on est dans un contexte, nous on est allé dans des restructurations profondes pour continuer d'exister, continuer de travailler. Et ils disent aussi, ah non, quand on regarde, il y a parmi eux ceux qui s'assument. Et puis il y a ceux qui sont protégés comme il le rappelait tout à l'heure. Donc il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Maintenant il y a un autre élément aussi que disait le syndicat CITES, j'oublie son nom. Guillaume Ouedraogo. Il rappelle que même dans leur lutte, quand on parle, eux-mêmes, ils sont un peu gênés parce que 90% des travailleurs sont dans l'informel. Seuls 6% sont dans les canaux salariés. Donc, ça veut dire qu'il y a une bonne partie des Burkinabés dont on ne parle pas et qui ne sont pas représentés là. Ça aussi, il y a un système, il y a une stratégie, il y a une politique qui doit pouvoir les intégrer. Et ça, c'est important. Donc, tout ça ramassé, comment est-ce qu'on peut dire que s'asseoir et parler de ça aujourd'hui, dans le contexte, n'est pas prégnant? Donc, c'est très important. Il y a la guerre. C'est ce que je disais pour finir toujours sur ce plateau. Il y a la guerre. Il y a le président Ibrahim Traoré qui a dit ça c'est sa chose. Mais le reste là, qui fait ça? Bon, je pense qu'il y a un gouvernement qui doit se bousculer. Ça c'est ma conviction. Il faut s'occuper du reste. C'est ma conviction. Et ça, il y a un gouvernement qui doit se bousculer et s'assumer. On ne le sent pas assez sur les autres questions. Si les questions militaires, il y a quelqu'un qui est militaire, qui s'en charge, qui est à la tête du pays. Maintenant sur les autres là, il a mis des civils qui sont là et qui devaient travailler. Et il y a des cas de réflexion qu'on devrait initier. C'est vrai qu'on est dans encore beaucoup de discours politiques, on parle de fédéralisme, on parle de beaucoup d'autres choses, mais dans le quotidien des Burkinabés, là, les solutions qu'on apporte à nos tissus économiques, qui est en train de se déchirer là, c'est quoi? C'est ça la grande question pour moi. Moi je pense que le cadre de concertation qui est proposé, je pense qu'il faut y aller le plus rapidement possible. Parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer la guerre. Tout le monde espère qu'avec les derniers événements, que ça aille très vite. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on se laisse surprendre. Je pense qu'un État doit être capable d'anticiper, de faire des propositions et de mettre en synergie tout ce qui est faisable de façon consensuelle. Le cas de concertation, la concertation qui est proposée justement, c'est de mettre tous les acteurs en face pour dire, bon, voilà, on est en guerre. Par rapport aux impôts, comment on fait? Tel secteur est très touché.
qu'est-ce qu'on fait? Les ménages, qu'est-ce qu'on fait? Les syndicats, Guy Olivier l'a dit, tout le monde parlait d'un moratoire. Quelqu'un a parlé d'un moratoire, mais dans le public, il y a quelqu'un qui a dit, mais apparemment, il y a déjà un moratoire. Parce que depuis un certain temps, un moratoire de fait, parce que là, mais il faut saluer aussi là, j'allais dire, la responsabilité des syndicats, parce qu'ils n'ont pas, il y avait bien de motifs pour descendre dans la rue, mais vous avez une guerre à nos frontières, vous n'allez pas secouer l'intérieur. Donc il y a cette responsabilité aussi qu'il faut saluer. Mais c'est pour ça qu'il faut discuter. Il faut discuter secteur par secteur pour voir quelles sont les mesures qu'on peut de façon consensuelle et supportable mettre ensemble, mettre en œuvre pour que le Burkina, son économie continue de tourner et que notre chef de guerre continue effectivement d'avoir la logistique nécessaire pour continuer à atteindre son objectif de libérer le territoire. Il faut libérer le territoire. Abdoulaye Tao est notre invité pour cette audience du tribunal de l'actualité. Nous parlons économie, nous parlons de résilience, nous parlons de la crise. Bernard Bougman. Oui, en la matière, il y a les réalités nationales, mais comme nous ne vivons pas en vase clos, il y a aussi les plans de la coopération internationale. Sur les questions multilatérales, sur les questions bilatérales, c'est sûr qu'il y en a qui vont suspendre leur aide, leur subvention, et j'en oublie. Maintenant, c'est aussi quelle stratégie pour la mobilisation pour l'effort de guerre à l'international. Ça aussi, ça demande, c'est aussi notre point d'appui, comme on appelle ça, à l'économie, qui permet de respirer pour que la pression fiscale ne soit pas très forte sur insupportable pour les entreprises et même pour le citoyen pris individuellement. Donc ça demande aussi une capacité de lobbying à l'international. Tout à fait. Voilà. Et comment est-ce qu'on enclenche ça? Oui, c'est ça la réflexion. Si on n'y pense pas, si on dit les révolutionnaires, entre guillemets, ont tendance à dire comptons sur nos propres forces. Comptons d'abord sur nos propres forces. Voilà. Donc, ce qui se passe et qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'élargir l'assiette, mais l'assiette qui est déjà là, on est en train de l'optimiser. Donc on regarde au fur et à mesure des années que notre budget augmente parce que les services fiscaux veillent au grain, ils ont modernisé, ils récoltent un peu plus d'argent. Maintenant, et là je suis d'accord avec Bernard Bougman, ça c'est l'effort interne que nous on fait. Plus de 80% de nos ressources, 70 à 80% de nos ressources, c'est on va payer les salaires et puis on va faire la guerre. Actuellement, c'est ça. On ne peut pas faire de gros investissements. Si on fait des investissements, c'est les partenaires. Mais là, c'est ce qu'il faut dire aux partenaires aussi. Bon, c'est bien, on est en train de construire un hôpital, on va recevoir les malades, peut-être les blessés de guerre. On est tout à fait d'accord. Mais il y a des types de projets. Est-ce que, vous n'allez pas nous aider, on va renforcer les aspects militaires pour libérer le territoire et après, on verra comment on peut reconstruire. Parce qu'après la guerre, il y a ce qu'on appelle la reconstruction. Mais pour limiter, j'allais dire, l'ampleur de la reconstruction, il faut aussi limiter les dégâts de la guerre. En ce moment, il faut faire un discours. Maintenant, c'est vrai que dans notre contexte actuel où beaucoup de gens nous blacklistent, enfin le pays, il y a un vrai travail que nos diplomates doivent faire pour convaincre tous de nouveaux partenaires. Il y a des partenaires qui sont avec nous déjà, mais il y en a qui hésitent ou qui sont très peu engagés. Ils sont très timides, ils sont ces partenaires, je pense naturellement à la Chine, qui est disposée, mais ils sont très discrets, on veut un peu plus d'engagement de leur part. Donc c'est un travail que nos diplomates doivent faire, c'est le politique, à travers le discours, rassurer. Rassurer. Il faut vendre, je ne veux pas dire vendre la destination Burkina, mais dire que voilà nos objectifs, voilà nos ambitions, et il ne faut pas vendre seulement pour faire la guerre. Il faut dire, mais après la guerre, voilà ce qu'on va faire. Parce qu'il faut le service après-vente, comme on dit. Et ça pourrait peut-être nous amener quelques partenaires stratégiques pour sortir rapidement de cette crise. Parler du Burkina sans cacher la réalité, mais dire qu'il y a des possibilités et des potentialités qui existent. En cela, il faut saluer d'ailleurs l'initiative du ministère des Affaires étrangères du Burkina qui a rassemblé récemment les consuls, je crois, en leur donnant un certain nombre d'instruments qui permettraient de parler du Burkina à l'extérieur pour montrer la vraie face, la vraie réalité des choses et pour se départir de certains discours alarmistes et souvent pas catholiques, qui ne vont pas à notre faveur, surtout que le pays est complètement peint en rouge. Il y a quand même des blancs, du noir, un peu de vert quelque part, et du rose, un peu de tout. Et donc, et c'est cette mosaïque aussi qu'il faudra pouvoir présenter pour
produire cette attractivité dont on parle. On n'a plus beaucoup de temps, mais vous l'avez dit, Abdoulaye Tao, directeur de publication de l'Économiste du Faso, il faut trouver des solutions, et trouver des solutions, c'est faire la guerre et continuer de faire bouillir la marmite au niveau de l'État comme au niveau des ménages. C'est l'esprit qui a donc gouverné ce panel. En clair, les ménages constituent aussi un véritable enjeu, puisque les ménages sont la cellule de base, c'est la famille, c'est la cellule de base de la société. Tout à fait. Je pense que c'est la masse silencieuse. On ne parle pas beaucoup. Et c'est là, dans d'autres pays, c'est cette masse-là qu'on caresse. Toutes les actions qu'on prend, soit en direction des entreprises, on vise cette masse-là. Et je pense que elles n'ont pas trop souvent droit au chapitre. Elles n'ont pas trop souvent droit au chapitre. Et rappelez-vous de l'insurrection populaire de 2014. Beaucoup de gens disent que c'était une surprise, mais c'est des choses qui sont là, on n'en tient pas compte et ça monte. Quand on parle aujourd'hui de comment prendre en charge les préoccupations de ces masses-là, c'est vrai, il y a les représentants syndicaux qui gèrent, mais l'État aussi peut développer une stratégie. Pourquoi on parle de niveau de vie? L'inflation. Quelle est l'inflation? On est à 14. On a mis toute une stratégie en place pour bloquer un certain nombre de prix de certains produits. Apparemment, ça ne marche pas trop. Ça veut dire que la méthode n'est pas bonne. Il faut mettre les gens devant leurs responsabilités. Si ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas? Souvent, on connaît les causes. On sait qui fait quoi. Mais le système n'est pas à mesure de secouer le cocotier. Quand l'importation de sucre, l'importation d'huile, il y a un certain nombre de produits de base subventionnés, réglementés par l'État. Mais quand vous allez sur le marché, il y a une dame qui s'en est plainte lors du panel. Mais vous dites que vous avez mis tant de milliards, on ne voit pas. On ne voit rien arriver. On ne voit pas les effets induits. Voilà. Et ça, c'est la question que les citoyens de base se posent, qui par ailleurs payent leurs taxes. Taxes de marché, taxes de résidence, taxes sur véhicules à moteur. Vous voyez? Donc, ils sont cernés. Et si on ne prend pas en compte le fait qu'à un moment, ils vont dire, mais attends. Donc, d'où le dialogue, la concertation pour dire, voilà ce qu'on peut faire ensemble qui est supportable par les uns et par les autres. Une concertation utile, donc oui. Oui, pour ajouter, vous parlez des ménages, mais quand on parle de ces choses-là, on a l'impression que le cœur c'est l'État, et puis il y a les entreprises, et puis maintenant le ménage lui est un peu en périphérie. C'est même lui le cœur. Bon, je ne vais pas rappeler le propos du syndicat qui a parlé de la théorie des 2 C. On ne peut pas dire ça ici. mais retenir consommateur, contributeur. Parce qu'à la fin, c'est quoi? Le produit, le destinataire final, c'est le ménage, c'est lui qui va consommer. Mais quand on parle de payer les taxes et les impôts, qui le supporte par ricochet? C'est celui qui vient payer le produit, parce que dans la structuration du prix, ça y est. Donc c'est lui qui le supporte à la fin. Maintenant on dit contributeur, parce que lorsqu'il y a des problèmes, on dit effort de guerre et tout. C'est à qui on demande de faire cet effort? C'est encore au ménage. Donc il est au cœur. Maintenant quand il a une pression plus que supportable, ça, c'est même comment dire ça? Ça donne des bridements de déstabilisation. Et ce ménage-là, il faut savoir le garder. Maintenant, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une forte pression, notamment avec le phénomène inflationniste, notamment avec la forte inflation qu'on a. Maintenant, comment on règle ça? Et ce qui est intéressant et que j'ai appris, par exemple, hier, quand j'étais à ce panel, pour les 10 ans, c'est qu'on se rend compte que même notre inflation, 6% incombe aux produits importés. Ça veut dire le reste là, c'est quoi? C'est des produits locaux. Comment est-ce qu'on explique ça? Que ce soit ce que nous produisons, qui soit le premier à l'origine de l'inflation. Ça veut dire qu'il faut qu'on se parle. Il faut dire, parce que pour encourager ce que nous produisons, il faut faire si ce que nous produisons et qui devait être au sein de notre consommation devait être ce qui devient le plus cher et qui nous envoie une inflation plus forte, ça veut dire qu'il y a un problème.
il y a un problème qu'il faut corriger. On va laisser peut-être la dernière minute de cette émission à Bernard Bougma. Oui, en fait, c'était la deuxième partie de c'était sur l'international d'ailleurs, je disais. Parce que nous avons fait des choix. Dès que vous faites des choix, ceux qui regardent disent, bon, si vous faites ces choix, je ne viens pas avec vous. Donc effectivement, ici, c'est la capacité maintenant de notre diplomatie à aller chercher de nouveaux partenaires, comme il a dit. Et puis, bon, voilà. Mais en même temps, il y a aussi ces aides, ces appuis budgétaires qui étaient dans des tuyaux, paf, qui ont aussi été bloqués. Oui. J'ai dit, mais là aussi, c'est un commentaire, quoi. C'est aussi la capacité de notre diplomatie à pouvoir effectivement aller chercher. Mais la réalité aussi, il y a l'opinion qui ne facilite pas aussi la tâche dans cette mobilisation de ressources vers certains partenaires. Est-ce que ce n'est pas un enjeu important? Oui, rapidement, Abdoulaye Tao. Bon, quelqu'un dit que le peuple du père en premier. Donc, il faut savoir, c'est une question de discours. C'est une question de discours. Si on sait, si on connaît ce que veut le peuple, on adosse un discours là-dessus qui travaille pour ses intérêts et qui nous ramène des résultats. Moi, c'est comme ça que je vois la situation. Des partenaires qui nous ferment, c'est normal. Parce qu'on assume le choix. La Française qui est venue ici nous a dit, si vous prenez vos choix ont des conséquences. Donc c'est à nous d'avoir cette capacité, voilà, de rebondir d'une autre façon pour gérer notre difficulté. Nos choix ont des conséquences, il faut savoir les gérer. En tout cas, 10 bougies pour l'économiste du Faso qui a du reste saisi cette opportunité pour faire un don aux veuves et aux orphelins qui envisagent d'organiser une formation en journalisme économique au profit des confrères d'autres médias. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité. C'est la 3e de cette semaine consacrée à la résilience en période de crise dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire de l'économiste du Faso avec son directeur de publication que nous avons eu sur ce plateau. Merci Abdoulaye Tao d'avoir honoré notre convocation. Merci à vous pour l'invitation. Merci au juge, Geoffroy Bara. Merci. Merci juge Bernard Bougma. Merci président. Et merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tru TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Hommage renouvelé à toutes nos forces combattantes, prompt rétablissement aux blessés et aux malades, et prenons soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité dès demain. Mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.